BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invitée, c'est Isabelle Falque-Pierrotin, la présidente de l'Autorité nationale des Jeux. Isabelle Falque-Pierrotin, merci d'être avec nous. Première interview pour des nouvelles fonctions, pour une nouvelle autorité, parce qu'on va rappeler pour ceux qui avaient peut-être oublié qu'avant il y avait l'Argel et puis maintenant il y a l'Autorité nationale des Jeux. Vous contrôlez quand même quasiment l'ensemble de tous les jeux et paris sportifs, y compris le PMU, tout ça? Bien sûr. Oui. Alors effectivement, c'est une nouvelle autorité qui travaille à partir du socle de l'Argel, mais qui est très différente dans son périmètre de l'Argel, puisque en gros, on multiplie le périmètre de régulation par 7. Oui. 78% maintenant, vous voyez. 78%, vous avez bien retenu. Et surtout des univers de jeux complètement différents entre les opérateurs de jeux en ligne, tout l'univers de la Française des Jeux, donc la Française, une sorte de géant, 2500 personnes, 30 000 points de vente, donc déjà en soi un acteur fondamental. Ensuite, tout l'univers de l'hippisme, les hippodromes, plus de 200 hippodromes, le PMU, et puis les casinos. Alors on partage la tutelle des casinos avec le ministère de l'Intérieur, mais il y a plus de 200 casinos en France. Donc tout l'enjeu finalement de l'ANJ, de cette nouvelle autorité, c'est de trouver de la cohérence et de développer une politique de régulation qui soit cohérente entre tous ces segments de jeu. Oui, parce que oui, c'est comme vous dites, tous ces segments de jeux, en plus certains jeux sont contrôlés par l'État, genre PMU, ou les filières, l'euro million, et puis en même temps il y a tous les paris en ligne. Donc alors je dirais que l'unité qu'il y a derrière, c'est le joueur. Oui. Le joueur, il passe de plus en plus d'un segment à l'autre, il se digitalise de plus en plus. Et effectivement, une des priorités de l'ANJ, c'est de trouver un équilibre entre les différentes filières. Dans les objectifs dont nous avons la charge, il y a non seulement assurer l'intégrité du jeu, lutter contre l'addiction ou lutter contre le blanchiment, mais il y a également cette idée d'équilibre économique et d'équilibre sociétal entre les différentes filières d'offres de jeux. Donc je crois que c'est un challenge qui est vraiment intéressant et qui est en plus un challenge, et c'est en cela, moi, je dirais il me parle particulièrement, c'est un enjeu qui intéresse la vie quotidienne des Français. Surtout, vous voyez, un Français sur deux qui joue. Il y a un Français sur deux qui joue, oui, c'est 50 milliards le marché des jeux quand même. Si vous les mises. Oui, les mises, absolument. C'est quand même... c'est énorme. C'est énorme. Et puis surtout, là pendant le confinement, voire le déconfinement, ça atteint combien? Vous avez une idée ou pas? Alors, plus combien pour les jeux? Alors, c'est plutôt moins. D'accord. Pendant le confinement, en fait, il y a eu une sorte d'arrêt brutal. Il n'y avait plus de paris sportifs. Les courses, il n'y en a quasiment plus. Les casinos étaient fermés. Donc, pour ce qui est de l'activité en ligne, le PBJ, c'est-à-dire en fait le chiffre d'affaires du secteur, a chuté d'un quart, 24%. Oui, parce qu'en même temps, les gens auraient eu du temps pour parier. C'est pour ça que j'ai vu. Et en même temps, il y a eu effectivement probablement un déplacement de ce qu'on appelle l'univers offline vers le online, et notamment sur le poker. Le poker a vu exploser son nombre de joueurs, son nombre de comptes joueurs. Son PBJ, son chiffre d'affaires, pendant la période du confinement, a été multiplié par 3. Donc c'est énorme. Et tout ce qui est activité en ligne, effectivement, c'est bien maintenu. Toute la question va être de savoir si ces tendances sont des tendances permanentes ou simplement conjoncturelles. Et sur l'année, globalement, il y aura quand même un fort ralentissement de la croissance globale, tous secteurs confondus, de l'activité de jeu. L'année dernière, en 2019 par rapport à 2018, l'activité globale, le chiffre d'affaires global des jeux d'argent a augmenté de 7%. Probablement qu'en 2020, on va avoir en réalité une baisse plus ou moins importante, probablement assez importante, du fait justement de cette crise du Covid. Est-ce que c'est un peu reparti les paris sportifs? Alors le football, pas chez nous malheureusement. Mais par contre les courses, il y a un tout petit peu de courses qui sont revenues. Cyril Linette, bien sûr, vous avez reçu récemment Cyril Linette, qui vous a dit que le chiffre d'affaires du pari hippique était à peu près reconstitué à 60%. Néanmoins, le PMU annonce sur l'année une baisse de son résultat net qui est quand même relativement important. Or, vous savez que le résultat net du PMU, il alimente directement la filière hippique. Donc ça veut dire que la filière hippique qui reçoit, je dirais, plus de 700 millions d'euros par an du PMU, va, je dirais, devoir gérer les conséquences de tout ça. Donc il y a une réflexion à mener avec le PMU qui va être menée par la tutelle du PMU, à laquelle nous souhaitons être associés parce que, en réalité, ça va avoir des conséquences probablement sur le type d'offre que va offrir le PMU à ses joueurs.
qui va être important. Oui. Tiens, j'en profite puisqu'on parle de confinement, déconfinement. C'est pour ça, un peu comme l'édition, je disais, je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu l'impact que ça a eu sur des marchés. C'est différent que le secteur de l'aéronautique, mais enfin c'est un secteur aussi très important. Hein. Vous avez rappelé les chiffres. Vous avez été présidente pendant longtemps de la CNIL. Comment vous expliquez l'échec de Stop Covid ? Les Français restent. Enfin, comment vous expliquez ça? Moi, je crois que surtout, je ne vais pas vous répondre à cette question. Pourquoi? Parce que c'est une question, je dirais, qui, impacte quand même l'ancienne présidente de la CNIL. Bah oui. Donc, justement, non, que vous êtes. Ce que je crois, c'est que ce qui s'est passé, c'est que à la fois le numérique nous a permis tous de tenir. Et effectivement, cette vie en ligne s'est vraiment installée et elle a permis à beaucoup de personnes de faire face dans des conditions de relative sérénité au confinement. Mais dans le même temps, elle a aussi souligné, je dirais, la dangerosité potentielle de ces outils, qui sont des outils de traçage, on le sait bien, depuis longtemps. Et par rapport à Stop Covid, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont aussi pris conscience que certes, ça pouvait améliorer le traçage de la maladie, mais ça pouvait aussi, je dirais, tracer les individus. Voyez, donc je mais crois de toute manière, que on est tracé partout. Enfin, je veux dire, voyez, je veux dire, on est que les gens tracé partout, mais peut-être aussi que ce partout, il faut que les uns les autres puissent réfléchir à savoir dans quel domaine ils l'acceptent, dans quel autre domaine ils ne l'acceptent pas. Voyez, moi, quand j'étais présidente de la CNIL, j'ai beaucoup milité pour que on prenne conscience de ça et qu'on fasse des choix qui soient des choix de conscience sur ces outils de traçage. Je crois qu'il est temps de le faire. Oui, ben, on le voit bien, vous avez raison. Et juste encore un petit mot sur vos anciennes fonctions, mais parce que c'est dans l'actualité, là, Isabelle Falque-Pierrotin, il y a Bruxelles qui dit, mais le RGPD, en fait, ça fera, donc vous avez mis en place, hein, ça freine un peu le développement du numérique, c'est plutôt un handicap. Alors, écoutez, si vous voulez parler de mes anciennes fonctions, parlez de la sanction de la CNIL qui a été prise à l'encontre de Google, 50 millions d'euros, et qui a été confortée par une décision récente du Conseil d'État. Ça montre que on a aussi des outils, contrairement à ce que beaucoup disent, pour mettre l'activité de ces GAFA dans les clous du cadre juridique européen. Est-ce que le RGPD freine ou non la croissance? Je dirais que la question est la même sur le jeu d'argent. Sur le jeu d'argent, comme pour le RGPD, le message que je souhaite envoyer, c'est de dire il est possible de construire une croissance robuste et durable. Et cette croissance robuste et durable, elle ne peut pas faire fi du joueur. Elle ne peut pas faire fi de la protection du joueur, comme le RGPD ne peut pas faire fi de la protection des données personnelles. Et en réalité, sur le moyen terme, c'est un pari gagnant. C'est un pari gagnant pour l'Europe. Et je crois qu'en matière de jeu d'argent, on l'a par exemple montré en matière de paris sportifs. La France est le seul pays qui a une liste sport, c'est-à-dire une liste des compétitions qui sont admissibles pour des paris. Dans beaucoup de pays, vous pouvez jouer en matière de sport sur n'importe quoi. Vous pouvez jouer sur des cartons jaunes, vous pouvez jouer sur la couleur des chaussettes de l'un ou de l'autre, tout. D'Mbappé. En France, il y a un type de pari et un type de compétition qui sont admissibles à l'offre de paris. Ça, il faut le faire sauter. Beaucoup de personnes disaient c'est quelque chose qui a handicapé le développement du pari sportif en France. Les chiffres montrent que ce n'est pas vrai. Le pari sportif a été multiplié par 10 dans les dernières années. Donc, si vous voulez, ça montre bien. Mais parce qu'on venait de loin, donc si vous voulez, bon. Bien sûr qu'on venait de loin. Mais les différents régulateurs européens commencent à revenir vers nous pour dire, finalement, vous avez raison, les produits les plus toxiques, les plus exotiques, sur des compétitions que personne ne connaît, sur lesquelles on n'a aucune possibilité de contrôler la qualité des résultats, c'est pas bon pour les parieurs, c'est pas bon pour les opérateurs. Donc ça, je crois que c'est une courbe d'apprentissage du secteur des jeux d'argent, qui effectivement est plus mature aujourd'hui qu'au moment où on a ouvert à la concurrence en 2010. Et moi, je commence à rencontrer mes homologues européens, je vois bien que sur la question des manipulations sportives, sur la question de l'addiction, on voit bien qu'il y a une préoccupation qui commence à monter. Oui, on va revenir sur l'addiction, la dépendance, parce que dès qu'on parle de jeu, c'est sûr que c'est un point très très important. Mais juste sur cette fameuse liste des paris, même si ça progresse, est-ce qu'il y a un jour ou l'autre, il ne faudra pas l'élargir ? Alors, elle est élargie. Ça fait partie de vos chantiers en tant que nouvelle présidente? Ce qui fait partie de nos chantiers, c'est de faire en sorte que cette liste soit la plus pertinente possible. Régulièrement, les opérateurs demandent, entre guillemets, de nouvelles compétitions à inscrire sur cette liste. Pendant le confinement, on a justement élargi un peu la liste pour permettre, je dirais, des paris sportifs sur
de nouvelles compétitions, par exemple le foot en Biélorussie ou quelques compétitions de foot en Australie, Oui, parce que c'était des compétitions sur lesquelles on avait une fédération clairement identifiée, des résultats publics. Donc, si vous voulez, c'était pas n'importe quel pari. Je crois que la qualité du pari sportif, de la compétition et du type de pari, c'est encore une fois dans l'intérêt des joueurs. Donc, on vient d'élargir, enfin plus exactement, d'officiellement appliquer la liste des paris sportifs à la FDJ. Hein, c'est une des premières décisions qu'a prise l'ANJ dans son premier collège. Française des Jeux, il y a beaucoup de jeux. Donc je crois que si vous voulez, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va travailler, c'est pas de remettre en cause la liste sport. D'accord, ok. Donc on voit un peu. Si on dit, on en parle tout le temps, mais il y a, je crois, c'est 1 200 000 Français qui sont addicted aux jeux. Oui. Au paris sportif. Disons que c'était le dernier recensement. Ouais. Et on va avoir demain les comptes rendus de la nouvelle équipe, la nouvelle étude justement sur la question de l'addiction et des joueurs problématiques. C'est probablement en croissance. Ça serait quoi? On atteint les 2 millions? On va voir. Je leur laisse dévoiler leurs chiffres demain. Mais en tout cas, la tendance n'est pas à la décroissance. Donc ça veut dire ça veut dire qu'il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Ouais. Et ce qui est préoccupant, c'est que le parcours d'addiction, si vous voulez, c'est un parcours qui se échelonne sur plusieurs années. On n'est pas addict du jour au lendemain. On est en plus addict lorsqu'on présente aussi des fragilités autres, psychologiques, professionnelles, individuelles, sur lesquelles se greffe l'addiction au jeu. Donc effectivement, quand vous avez plus d'un Français sur 2 qui joue et que vous avez une population de joueurs problématiques qui augmente, il est quand même temps de se poser des questions et de se doter d'un certain nombre d'outils. Justement, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Parce que donc on le disait, vous venez d'arriver dans cette autorité qui a, dont l'ancêtre était l'Argel, mais avec des pouvoirs, on l'a compris, bien plus élargis et un périmètre aussi bien plus grand. Comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont vos chantiers? Alors, le chantier de l'addiction est un chantier prioritaire. Oui, ça, compte tenu justement de tous ces éléments. Pour ce chantier, l'ANJ a des pouvoirs renforcés par rapport à l'Argel, notamment sur la publicité. Sur la publicité, l'ANJ va approuver annuellement les programmes publicitaires, les campagnes de communication des opérateurs, et par ailleurs peut interdire une publicité qui serait trop incitative au jeu. Évidemment, c'est un peu l'arme de dernier recours, parce que vous imaginez bien que pour interdire une publicité, on va y réfléchir à 2 fois. Mais ça montre bien, si vous voulez, l'orientation. Autre moyen qu'a désormais l'ANJ à sa disposition, il y a une obligation nouvelle sur les opérateurs de jeu qui est d'identifier et d'accompagner les joueurs problématiques. Donc ça, c'est nouveau. Et on est en train de travailler à travers un outil de conformité un peu nouveau qui s'appelle un cadre de référence sur l'addiction. On est en train de travailler sur la manière, si vous voulez, quelle est la boîte à outils en fait, qu'on peut proposer aux opérateurs de jeu pour savoir, dans le fond, comment repérer ces joueurs et comment les accompagner. Oui, je suis d'accord. Et puis, à partir de quand, quoi, combien est-on considéré comme dépendant? Alors, c'est une question qui, évidemment, est très difficile. Il y a beaucoup de travaux. Il y a un indice canadien du jeu excessif qui est... D'après ce que je comprends, ma science est assez neuve, je le reconnais, cet indice est quand même relativement accepté dans beaucoup de pays et je dirais, il y a, au-delà d'une certaine valeur de cet indice, vous êtes considéré comme joueur problématique. La question est de savoir comment on le repère. Donc, quels sont les critères, soit liés à votre activité de jeu, soit liés à la manière dont vous interagissez peut-être avec le service client d'un opérateur. Les casinos nous disent, mais nous, on connaît nos joueurs problématiques. On les connaît par leur comportement. Oui. Donc, si vous voulez, il y a toute une série de critères qui doivent être des critères souples, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'avoir une sorte de grille un peu automatique qui stigmatise. Non, mais je prends un exemple. Un jour, quelqu'un qui joue aux machines à sous au casino, il peut être considéré, enfin, en tous les cas, par le casino, comme un joueur dépendant. Donc, à ce moment-là, on l'exclut simplement parce qu'il gagne beaucoup. Donc, non. Oui, je veux dire, non, mais gagner n'est pas un signe d'avoir un joueur problématique. C'est, encore une fois, c'est un faisceau de critères. Il n'y en a pas un qui emporte l'adhésion. Et encore une fois, ces faisceaux de critères ne sont qu'une indication. Vous voyez, il n'y a pas, comment dire, d'interdiction automatique en fonction de ces critères. Sûrement pas. Alors, l'autre élément que je voulais porter à votre connaissance, c'est qu'il y a un dispositif aussi d'interdiction volontaire.
C'est un dispositif qui existe, qui était aujourd'hui géré par le ministère de l'Intérieur, et je dirais qui était géré dans une inspiration assez régalienne, vous voyez. Ouais. Vous allez voir la police, vous avez un entretien, et en gros, on vous met sur retenez-moi une ou je fais liste. un malheur, quoi. C'est Voilà. un peu ça. Ouais. Alors, il se trouve que nous récupérons la gestion de ce fichier à partir du mois de septembre. Et notre idée, c'est de transformer un peu je dirais, l'inspiration de ce fichier pour en fait un outil à disposition des joueurs pour maîtriser leur offre de jeu. Donc d'avoir un service online, d'avoir un dispositif d'accueil téléphonique permettant de parler aux joueurs. Vous voyez, Oui, on oui. est en train de monter ça. Un peu comme il y a les alcooliques anonymes, là, IRL, c'est le même procédé qui Oui. est très efficace au demeurant. Tout à fait. Oui. D'accord, donc ça, vous allez le mettre en place. Et on va le lancer, alors je ne veux pas vous donner une date, mais en tout cas, ce sera en septembre. Oui. Isabelle Falquet-Barretin, il y a quand même un point, parce que on sait que vous êtes beaucoup battue lorsque vous étiez présidente de la CNIL, qui avait, sous votre action, avait pris une autre dimension. Donc j'imagine que vous voulez faire la même chose avec l'Autorité nationale des jeux. Mais il y a la question de moyens et puis la question de sanctions. Bien sûr. Donc, quels moyens vous disposez? Alors, Parce que ça fait, vous dites 78% du périmètre, etc. Mais enfin... qui ne sont pas encore complètement ajustés à nos nouvelles missions. D'accord, ok. Donc, dans le rapport de préfiguration que j'ai rendu au Premier ministre au début de l'année, j'ai souligné ce point en disant que pour être crédible, il fallait effectivement que nous ayons une hausse de nos moyens. Aujourd'hui, les personnels de l'Argel étaient de 55. Nous sommes aujourd'hui 59. Et J'ai envie de dire, ça va coûter de changer de nom pour 4 personnes. Bon, ce qui est déjà une petite augmentation. En réalité, ce que nous avons demandé, c'est d'être à 80 d'ici 2 ans. 80, c'est un étiage qui est à peu près comparable à nos homologues européens. Et c'est un étiage qui est raisonnable en termes de digestion progressive de ces nouveaux effectifs. Parce que le challenge aussi, c'est de transformer l'Argel en ANJ. Vous voyez, Oui, bien il y a sûr. un changement de dimension, Association, donc il y a un l'Autorité changement nationale du de jeu. compétences. Il faut que ce soit une autorité qui se numérise beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. On l'a vu pendant le confinement. On doit nécessairement agréger de nouvelles compétences économiques, d'équilibre de filière, de compétition. Oui, parce que justement, comment en faites-vous? On reviendra sur les sanctions après, mais c'est vrai que l'arme de la sanction est une arme très forte, pour se faire entendre en tous les cas, lorsqu'on est une autorité. Mais il y a la question aussi de quels moyens pour faire des enquêtes. Par exemple, s'il y a des courses truquées, est-ce que ça dépend de vous, ça dépend du PMU, ça dépend de qui, vous voyez, de France Gallo ou de... Un exemple, concernant les manipulations sportives, on a un dispositif qui est extrêmement intéressant, qui a été monté depuis plusieurs années, qui est une plateforme nationale qui regroupe tous ceux qui sont intéressés, entre guillemets, par l'intégrité du sport. Donc il y a à la fois l'Argel, il y a la FDJ, il y a les fédérations sportives, il y a les opérateurs en ligne, et toutes ces personnes surveillent, entre guillemets, les paris sportifs. Et lorsqu'il y a, je dirais, un soupçon de manipulation sportive, il y a une alerte qui est partagée entre les membres de cette plateforme. Il y a des équivalents de cette plateforme dans 37 pays européens, et donc une sorte de Oui, mais enquête. est-ce que vous allez avoir des enquêteurs, vous? J'y viens, et in fine, le président de l'Argel peut, en cas d'indice grave et concordant, suspendre un pari sur une compétition. Ça a déjà été le cas. Est-ce que nous, on peut envoyer des contrôleurs sur le terrain? La réponse est oui. C'est une des nouveaux pouvoirs de l'Autorité nationale des jeux, c'est d'avoir une capacité de projection sur le terrain. On ne le fera pas tout seul, notamment avec les casinos, notamment sur les points de vente. On va travailler avec le service central des courses et jeux. Qui dépend du ministère de l'Intérieur. Qui dépend du ministère de l'Intérieur, qui est, je dirais, l'autorité classique de contrôle des opérations de jeu. On va signer, elle est en préparation, une convention avec le service central des courses et jeux pour nous épauler mutuellement sur cette activité. Deuxième possibilité. Mais qui est autorité? Parce que vous savez, surtout, c'est une très grande direction. Il faut quand même le rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs. C'est une grande direction. C'est une direction d'une centaine de personnes. Qui autorise l'offre de jeux dans les casinos, qui évidemment, ce qui est tout à fait important, mais les casinos relèvent de la juridiction de l'ANJ pour ce qui est de la lutte contre l'addiction et de ce qui est de l'équilibre des filières. Donc nous devons travailler ensemble. Oui, voilà, mais il faut faire souvent passer le message, c'est pas évident. Bien sûr. Là. Surtout lorsque vous les connaissez, c'est pas, ils sont robustes, on va dire. Il est évident qu'il y a un petit changement de culture à opérer entre l'autorité nationale des jeux et les anciennes autorités de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, mais aussi la direction du budget. Voilà, oui, direction du budget, et puis il y a Tracfin, parce que là on a vu le côté les trucages, etc. Mais il y a aussi tout ce qui concerne le blanchiment. Et pourtant Dieu sait que
c'est compliqué. Et là, ça dépend de Tracfin. Alors, ça dépend de Tracfin. Là aussi, nous avons besoin de coopération. Ouais. L'ancien numéro 2 de Tracfin a rejoint l'Autorité nationale des jeux, et donc va porter au sein de l'Autorité nationale des jeux justement toute cette dimension lutte contre le blanchiment. Et nous avions encore une réunion il y a quelques jours avec la nouvelle responsable de Tracfin pour voir comment travailler ensemble. Si vous voulez, je crois que l'ANJ ne réussira pas seule. Oui, mais l'ANJ réussira à condition de nouer avec les autorités publiques des partenariats intelligents où chacun, dans sa sphère de compétences et avec ses spécificités, nous ne sommes pas un service ministériel, nous sommes une autorité administrative indépendante. Donc il est évident que dans certains cas, nous ne serons pas totalement alignés avec les services ministériels. Non, j'adore ça, c'est l'euphémisme. Bien sûr. Donc nous devons avoir ce type de collaboration. Nous devons aussi collaborer avec les opérateurs. C'est des combats que vous avez menés à la CNIL, donc vous savez bien les conduire. Mais j'insiste aussi avec les opérateurs. Les opérateurs ont aussi un intérêt, et je reviens à ce que vous disiez sur le développement durable et la croissance robuste. Les opérateurs, notre premier travail, c'est de les aider dans leur mise en conformité. Parce que dans le fond, c'est bon pour eux. C'est bon pour leur business. Et ça, je crois que c'est un message que moi j'ai essayé de faire passer à la CNIL, qui a fini par passer. Et je crois que c'est encore plus vrai pour un régulateur sectoriel comme l'Autorité nationale des jeux. Mais par exemple, je parlais de sanctions. Est-ce que c'est vous qui allez dire, bah, tiens, un tel casino, moi je vous ferme parce que il y a eu trop de problèmes. Est-ce que vous avez le pouvoir de fermer, ou ça reste le pouvoir du ministère de l'Intérieur, ou ça reste le pouvoir de Bercy dès qu'il s'agit de blanchiment? Ah non, absolument pas. Non, l'Autorité nationale des jeux a un plein pouvoir de sanction sur l'addiction, sur l'offre de jeux. Concernant le blanchiment, je dirais que la situation est un peu différente, puisqu'il y a une commission nationale des sanctions, qui est une commission, je dirais, présidée par Francis Lamy, qui, elle, est compétente en matière d'infraction à la lutte contre le blanchiment. Ouais. Est-ce que, à votre avis, les jeux vont prendre une ampleur aussi importante qu'en Grande-Bretagne, par exemple, en France? Je crois que... Et c'est pour ça qu'on vous a confié cette mission. Tout le monde est intéressé par les jeux. Je veux dire, c'est encore une fois quelque chose qui parle à tous les Français. On voit qu'il y a une perméabilité aussi croissante entre le jeu d'argent, le jeu vidéo, le e-sport. C'est très intéressant ce qui s'est passé pendant le confinement. Toutes ces activités, compétitions virtuelles, des Formule 1 avec des vrais pilotes de Formule 1 qui ont interagi avec des, comment dire, des internautes. Vous voyez, je veux dire, il y a un rapprochement de ces différents univers. Donc, c'est sûr que ce secteur va se développer. L'Autorité nationale des jeux n'a pas toutes les réponses, bien sûr, et n'a pas toutes les compétences pour réguler l'ensemble du périmètre des jeux. Mais, et là, je veux dire, au-delà des jeux d'argent stricto sensu. En revanche, je pense que nous avons à veiller à la cohérence de tout ça et à la protection des joueurs. Voyez. Donc, oui, je crois que c'est un secteur qui va se développer. L'exemple anglais est un exemple qui, d'après les premiers contacts, encore une fois, que j'ai avec mes homologues, montre que, comment dire, le jeu totalement débridé, finalement, n'est pas bon, se retourne. Il y a une commission bipartisane en Angleterre pour revoir la loi sur les jeux. Il y a une montée des opinions publiques en Angleterre sur l'addiction. Donc, ils se rendent compte que, finalement, le modèle français n'est peut-être pas si mauvais que cela. Oui, c'est toujours la question un peu du contrôle que nous, Français, on a par rapport à une version plus libérale d'autres pays comme des pays anglo-saxons. Donc vous retrouvez les mêmes combats que vous avez conduits lorsque vous étiez à la tête de la CNIL. Merci beaucoup, en tous les cas, d'être venu ici nous expliquer les enjeux, parce qu'on voit bien que c'est de plus en plus significatif et important. Merci beaucoup, Isabelle Falque-Pierrotin, la présidente de l'Autorité nationale des jeux, était donc notre invitée dans le Rage. Voilà, bonne journée. Nous, on se retrouve bien avec joie demain matin, 8h15. Je recevrai Agnès Pannier-Runacher, et puis on se rejoint sinon pour le Rage. Bonne journée.